retour pour cette deuxième journée de la Cité des Aventuriers. Nous sommes ici dans l'atelier où nous allons apprendre les savoirs, les techniques et les pratiques indispensables à une aventure en pleine nature. J'accueille Willy Minec. Salut Willy. Salut Eric. Je réaccueille Willy Minec puisqu'on l'avait déjà vu hier. Tu nous as appris à nous orienter. Tu nous as appris aussi à créer un radiateur. Créer un radiateur, voilà, pour l'hypothermie d'urgence. Tu étais tout à l'heure sur la gestion du stress en milieu hostile. Une petite question d'ailleurs, puisque vous le savez, vous pouvez poser vos questions, intervenir. On transmet. Et il y en avait une tout à l'heure. Willy, comment gérer le stress et rebondir après un échec et retenter une aventure? Alors, bon, il y a différentes techniques, mais pour en parler que d'une seule, en général, ce qu'il y a, c'est qu'on met trop de valeur, ce qu'on appelle de valeur à la tâche. C'est-à-dire, on va mettre trop d'importance à l'échec qu'on a subi. Et ça, c'est important, c'est de revoir, d'avoir un retour plus rationnel sur cet échec et en fait, justement, de le relativiser. Le fait de réduire cette valeur de l'échec, c'est se dire, bon, en fait, ce n'est pas un échec si important que ça. Et puis, à la rigueur, qu'est-ce que je vais prendre de positif dans cet échec pour pouvoir repartir? Donc, il faut toujours voir, donc, gérer cette valeur de l'échec, pas si important que je le pensais. Et puis, de toute manière, j'en retire ça de positif. Donc, let's go, on y va. Ok, let's go, on y va. Donc, la transition est faite avec la table ronde précédente. On est ici pour apprendre à trouver de l'eau et à la filtrer pour la rendre potable, si elle est impropre. On va faire l'expérience ensemble. Willy, est-ce que tu peux nous rappeler, dans une dizaine de minutes, on fera l'expérience, oui, les outils nécessaires à cette expérience? Tout à fait. Donc, on aura besoin d'une bouteille plastique classique, d'1,5 litre, de charbon de bois, de sable. En termes de récipient, on pourra se servir de la bouteille, de 2 morceaux de tissu d'à peu près 20 cm sur 20 cm, une manique, bon ça c'est pour ne pas se blesser, un couteau ou une paire de ciseaux, et puis une petite cordelette pour pouvoir attacher notre tissu. Voilà les éléments qu'il nous faut. Des choses qu'on a globalement quand on part à l'aventure, on reviendra dessus. Exactement. D'abord, on va comprendre un petit peu l'importance des besoins en eau, et ensuite, on va voir comment agir une fois qu'on a trouvé de l'eau, et notamment de l'eau impropre pour la rendre potable. La comprendre, ça commence par comprendre nos besoins en eau. On le disait tout à l'heure, je crois qu'on est composé de 60 à 70% d'eau. C'est ça, c'est ça. Et la sensation de soif commence à apparaître quand on a déjà perdu 2% de nos liquides corporels. Donc, si on prend une femme, par exemple, de 55 kg, ça fait à peu près 0,8 litres déjà de perdu, tu vois, en eau. Et si on prend un homme de 75 kg, on est à peu près sur 1 litre d'eau de perdu. D'accord, donc c'est très rapide. Donc, en effet, c'est très rapide, il faut réellement s'en soucier. D'accord. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a les pertes en eau et ensuite savoir les sources d'eau. Exactement. En ce qui concerne les pertes d'eau, en moyenne, sur une journée normale, on perd entre 2,5 litres et 3 litres. D'accord. Et il y a 4 phénomènes de perte d'eau qui vont se passer. La première, ça va être par les reins, évidemment avec l'urine. Tu vois, on va perdre à peu près 1,5 litre par jour. Ensuite, on a au niveau de la peau, avec la transpiration. Donc là, on perd à peu près 0,5 litres, mais en sachant qu'évidemment, on peut passer 10 litres sur la journée quand on est en plein désert et en activité. Et ensuite, on a par les voies respiratoires, donc c'est-à-dire avec l'évaporation de la salive, où là, on peut perdre quand même 0,4 litres à peu près par jour. Et même si tu te souviens hier, on avait dit que quand on hyperventilait, on pouvait perdre même jusqu'à 200 ml d'eau par heure. Donc, on peut encore aggraver cette perte d'eau. Et puis dernièrement, c'est avec les selles, mais ça c'est beaucoup moins, c'est 0,2 litres par jour où on perd de l'eau par les selles. Donc voilà les 4 phénomènes de perte. Donc il y a les phénomènes de perte et il y a ensuite l'approvisionnement, les sources. C'est ça. Donc au niveau des sources, il y a 2 sources majeures, une toute petite, mais 2 sources majeures. La toute première évidemment, c'est on va boire du liquide, d'accord. Donc toute source liquide, ça représente 80% de nos apports d'eau de la journée. On y viendra. Et puis par notre alimentation, tous les aliments qu'on va ingérer, là ça représente 20%. Et puis il y a une toute petite part qui est la production d'eau métabolique, mais ça c'est négligeable, donc nous n'abordons pas ce problème-là. D'accord. Donc là, on a les pertes en eau, les sources. Les pertes peuvent être évidemment plus importantes selon les contextes et amener à la déshydratation et différents stades de déshydratation. Exactement. Il y a 3 stades de déshydratation.
Le premier, c'est une déshydratation légère qui commence quand on perd entre 1 et 5% de son liquide corporel. Donc là, évidemment, vous avez la sensation de soif qui commence à arriver. Puis plus elle va s'installer cette sensation de soif, et plus évidemment il va y avoir des symptômes qui vont apparaître. La sensation de soif, en même temps qu'on l'a, donc je rappelle, 2% de liquide corporel. À ce niveau-là, vous avez déjà perdu 10% de vos capacités physiques et mentales. D'accord, ça c'est la conséquence. Ouais, ça c'est 2% de perte en eau égale 10% de perte de capacité. Au moment où vous avez soif, du coup, ça veut dire que vous avez déjà perdu 10% de vos capacités. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est de réagir maintenant. Cette sensation de soif, elle se déclenche parce qu'il y a une viscosité de la salive qui va s'accroître et en même temps, il y a un dessèchement des muqueuses, des peaux à l'intérieur, donc de la gorge, du nez et évidemment de la bouche. Donc ça, c'est ce qui va déclencher la sensation de soif. Et les symptômes, au fur et à mesure, donc, vont évoluer. Donc, évidemment, comme on le disait, la sensation de soif, bien sûr, il peut commencer à y avoir des maux de tête et puis des douleurs musculaires. Figure-toi, notamment au niveau des genoux, quand tu marches. C'est pour ça que tu prends une journée type, tu prends un groupe de randonneurs qui marchent en plein été et qui marchent 4-5 heures sur la journée, mais qui ne boivent qu'un litre, d'accord ? C'est assez courant que des personnes partent qu'avec une bouteille d'eau, tu vois. Eh bien, en fait, cette configuration-là, tu es déjà dans une déshydratation légère à la fin de la journée. Est-ce qu'on peut dire on n'a jamais assez d'eau quelque part ? Oui, toujours. Ça, en effet, tu peux considérer que c'est une erreur classique chez les gens qui partent en randonnée. On part souvent avec trop peu d'eau et en plus, on ne prévoit pas après justement de quoi la remplir une fois qu'on est sur le terrain, quoi. Je ne t'ai pas représenté tout à l'heure, parce qu'on s'est croisés, tu étais à la table ronde, on s'est vu hier pour des ateliers. Tu es formateur en technique de survie, tu fais des recherches sur l'adaptation au stress en milieu hostile. Tu as aussi évidemment à ton compte de nombreuses expéditions. Au maximum, quelle était la plus grosse quantité que tu puisses prendre quand tu es parti ? Alors ça, c'est une excellente question, puisque c'était quand je suis parti en traversée dans le désert d'Atacama, je devais partir avec 2 lamas, justement, pour assurer mon autonomie, etc. Ça, le désert d'Atacama, qui est le désert le plus aride le plus aride du nord du monde, du Chili. Exactement. Et où il y a des endroits où il n'y aurait jamais plu de l'histoire, il n'a jamais connu l'eau. C'est ça, c'est ce qui se dit en tout cas. Donc d'ailleurs, comme je disais hier, les scientifiques qualifie ce désert de terre abiotique, c'est-à-dire privé de toute vie à certains endroits. Donc évidemment, ce n'est pas là où tu vas trouver de l'eau. Donc il faut partir en autonomie. Je devais partir avec 2 lamas donc, que j'avais achetés sur place. Et malheureusement, ces lamas n'étaient pas assez domestiqués. Donc j'ai pris 5 jours pour essayer de les dresser. D'accord. Et puis en fait, il y a une mésaventure. Et ces lamas se sont échappés la veille de mon départ. Donc j'ai dû revoir l'intégralité de mon parcours. Adaptation. Exactement, adaptation, on improvise. Et du coup, j'ai dû porter 25 kg d'eau sur moi. 25 kg d'eau pour une durée de traversée. Pour une durée du coup d'une semaine. C'est un désert, le désert d'Atacama, c'est un désert d'altitude. Il se trouve à 2300 mètres d'altitude. Donc du coup, tu as un peu moins chaud que sur des déserts libyques ou le désert du Taklamakan en Chine, tu vois, où là tu peux monter, où les besoins peuvent monter jusqu'à 7 litres d'eau par jour. Dans le désert de l'Atacama, avec 3 litres d'eau par jour, c'est du rationnement, hein, mais tu peux t'en sortir. Donc du coup, je tablais là-dessus et donc j'avais une bonne semaine d'autonomie, mais du coup 25 kilos quand même, quoi. 25 en plus du matériel. Quand même importé. Donc ça fait 45 kilos en tout. Donc sur ce coup-là, tu n'as pas eu à filtrer de l'eau, tu en as eu assez, mais ce n'est pas toujours le cas. Non, on va apprendre à filtrer de l'eau parce que filtrer de l'eau, c'est évidemment très important. Quand on est en manque d'eau, il faut en trouver de l'eau. Oui. Mais il ne s'agit pas simplement de trouver de l'eau. Si l'eau n'est pas potable, il y a des véritables dangers. Exactement. Avant de parler sur les dangers, je vais finir du coup, tu sais, avec nos stades. On n'avait pas fini la déshydratation. Exactement, avec les stades de déshydratation. Donc, déshydratation légère, on l'a vu de 1 à 5%. Déshydratation modérée, on est sur le niveau 2, et là, on est entre 5 et 10%. Autre stade, quand tu arrives à 5% de déshydratation, on a déjà perdu 20%, 20 à 25% de nos capacités physiques et mentales. Ouais. Donc, là, vraiment, il faut agir, d'accord ? Là, ça commence à devenir important. Tu as la bouche qui est devenue vraiment sèche.
tu as même du coup les yeux qui commencent à se dessécher un petit peu, à tel point que ça m'est déjà arrivé, quand tu bouges tes yeux, il en parlait justement Rémi Camus tout à l'heure, tu as la sensation que tes yeux te grattent quand ils bougent dans les orbites, tu vois. Donc c'est parce qu'ils se dessèchent, et puis tu es constipé. Voilà, donc ça commence à être beaucoup plus complexe. Et puis après, la dernière étape, c'est la déshydratation grave, où là on est sur entre 10 et 15%. Quand on dépasse les 10% déjà, on n'arrive plus à marcher, on a les membres qui commencent à avoir des fourmis, et puis on a un engourdissement qui est total. Et puis quand on passe évidemment sous les 15%, là ça commence à être dramatique, on s'approche de la zone mortelle. Ce qui répond donc à la question qui a été posée sur Internet, à partir de quel pourcentage de perte d'eau cela devient-il dangereux pour le corps? Donc, là, on peut, ça dépend comment caractériser le danger, j'imagine. 15%, c'est vital. Voilà, c'est ça. En général, on considère qu'au-delà de 15%, là, on arrive sur la mort, quoi. Il y a les pertes de conscience qui arrivent avant. Très honnêtement, de toute manière, quand on dépasse les 5%, c'est-à-dire quand on rentre sur des symptômes justement d'hypothermie modérée, donc avec ses yeux très secs, cette constipation, toutes ces choses-là, la bouche extrêmement sèche et du coup des douleurs qui s'accentuent au niveau des articulations, là il faut commencer à s'inquiéter. Donc déjà au-delà, entre 5 et 10%, il faut commencer à s'inquiéter réellement. Est-ce que, une question, si tu perds 10%, on disait tout à l'heure 2% pour un adulte de 75 kg égale à peu près 1 litre. C'est ça. Donc si tu perds 10%, tu as perdu 5 litres. Est-ce que pour réhydrater, il faut tout de suite reboire 5 litres ou il faut le faire de manière plus lente ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Alors, en effet, il vaut mieux le faire de manière progressive. Bon, d'abord, évidemment, tu vas gérer ça, mais tu ne vas pas pouvoir te contrôler. Tu vas gérer une grosse quantité d'abord, tu vas boire une bouteille complète. Mais après, de toute manière, tu vas saturer dans l'estomac parce que avant que ce soit digéré, tout ça, il faut entre 20 minutes et 2 heures pour que l'eau soit ingérée. D'accord. 2 heures, c'est notamment si tu prends par exemple du jus de fruits ou des choses comme ça, c'est-à-dire quand il y a des nutriments dedans, ton estomac va le considérer en même temps comme des aliments, entre guillemets, et donc du coup, il va prendre plus de temps pour le digérer. Donc déjà, toi, tu ne vas pas pouvoir boire une quantité colossale. En plus, ça va te faire turbiner terrain à 200%, donc ça, il y a un danger aussi là-dessus. C'est ce qui est certain, c'est que tu peux boire tes 2 litres d'un coup, et là, déjà, ça va vraiment te faire du bien, tu vois. En plus, comme tu es déshydraté, tu as probablement l'estomac vide, on va le voir aussi après, la manière dont il va falloir se nourrir, mais ça va être ingéré assez facilement, et dans les 20 minutes, tu vas pouvoir retrouver du coup une vigueur qui va commencer à revenir. D'accord. Donc je le rappelle, on va apprendre à fabriquer un type de filtre. Tu vas aussi nous présenter les différents types de filtres. On va apprendre à en fabriquer un en particulier avec des éléments qu'on peut avoir facilement dans un contexte d'aventure en pleine nature. Mais d'abord, peut-être nous dire pourquoi donc il est important de fabriquer des filtres. Et parce que quels sont les dangers de boire une eau impropre? Bien sûr, parce qu'on boire n'importe quelle eau. On se retrouve en pleine nature, comme on disait par exemple notre groupe de randonneurs, on n'a plus d'eau, on n'avait pas prévu assez, on tombe sur une mare, on a vraiment trop soif, parce que quand la soif vous tenaille, vous ne pensez qu'à ça. Et du coup, là, vous vous retrouvez donc justement avec une eau boueuse, et quels sont un peu les dangers d'avoir une eau contaminée. Alors, il y a 2 types de contamination. Il y a la contamination biologique. Donc l'eau, c'est un milieu où vit une multitude de micro-organismes qui sont en général présents à cause des déchets et des excréments, que ce soit humains évidemment ou auprès des animaux. Et donc au niveau de cette contamination biologique, nous avons tout ce qui est protozoaire, nous avons tout ce qui est bactéries, donc qui crée la dysenterie, voilà, la fièvre typhoïde, le choléra comme il y a eu à Haïti en 2010. On a aussi du coup tout ce qui est parasite comme le paludisme et puis les virus comme l'hépatite A ou la grippe tropicale. Voilà. Donc ça c'est ce qui correspond à la contamination biologique. D'accord. Et on a la contamination chimique et là évidemment c'est nous. C'est de notre faute, c'est tout ce qui est herbicides, pesticides, les métaux lourds dus à l'activité humaine, tu vois. Donc là, on va avoir évidemment le mercure, le plomb, l'arsenic. Qui sont présents absolument partout. C'est ça, comme les nitrates. Voilà. Et donc ça en plus, c'est très compliqué, on va le voir, pour pouvoir éliminer ces problèmes-là, quoi.
D'accord. Voilà, donc là, ce sont nos problèmes de contamination, c'est les risques qu'on a qui entraînent, du coup, en plus des maladies et des cancers pour tout ce qui est contamination chimique, mais la contamination biologique, ça va être des diarrhées très violentes, des vomissements et puis un affaiblissement majeur. Qui vont finalement nous suraffaiblir par rapport au stade de déshydratation dans lequel on est. C'est ça. On va apprendre à filtrer cette eau. On sait donc que c'est une eau impropre, n'est pas à boire. Je dis ça parce qu'on a une question sur Internet. Suite à une déshydratation sévère, que boire et comment? Donc comment? On l'a dit, oui. Pas trop vite pour faire attention à nos reins, notamment. Est-ce qu'il y a un liquide meilleur que l'eau? Est-ce qu'il y a de l'alcool, j'imagine? Tout à fait, la question est très bonne. En effet, il y a notamment dans les hôpitaux, pour réhydrater rapidement, on utilise donc des solutés de réhydratation qu'on prend par voie buccale, d'accord? Et on peut créer soi-même un peu ces solutés-là avec du coup une petite recette maison qui est, vous prenez 1 litre d'eau, vous mettez 1 cuillère à café de sel et 6 cuillères à café de sucre. Et là, on a à peu près quelque chose qui ressemble à ça. Et en effet, du coup, ça va favoriser l'assimilation, redonner de l'énergie et en même temps qu'on ingère du sel, du coup, favoriser la rétention d'eau. D'accord, donc ça, c'est quelque chose, on peut partir éventuellement avec sur une randonnée qui pourrait remplacer, remplacer de l'eau, ou c'est vraiment réservé à des stades de déshydratation? Non, tu peux le prendre, ça tu peux le prendre tout le temps parce que quand tu randonnes dans la vie de tous les jours, enfin quand tu pratiques une activité physique, en même temps que tu transpires, tu perds du sel. D'ailleurs on le voit, l'été tu sais tu peux avoir des auréoles du coup blanches, c'est le sel que tu perds, d'accord? Donc il faut de toute manière, dès qu'on va faire une activité, c'est bien de toute manière de compléter par des sels minéraux. C'est pour ça que les sportifs, on leur recommande, après une activité, de prendre un grand verre d'eau minéralisée, tu sais, à bulles. Voilà, donc type Badois, Saint-Fior, etc. Longue, voilà. Exactement. Donc ça, c'est pour justement reprendre des sels minéraux. Et puis le sucre, de toute manière, tu vas l'avoir aussi quand tu fais, par exemple, de la montagne. Souvent, tu vas te prendre ton petit thermos de thé, tu vois, et c'est bien de mettre du sucre dedans, puisque les glucides, les sucres rapides, vont t'apporter une énergie immédiate, et que ce soit pour la déshydratation, pour l'hypothermie, etc., on a besoin d'énergie, de toute manière, tout le temps. Donc, c'est pas plus mal d'avoir quelques morceaux de sucre, la pincée de sel, et la pincée de sel, de toute manière, même le soir, si tu cuisines, tu peux te mettre ta petite pincée, c'est pas plus mal. Non, donc voilà. C'est bon. Juste, rappelle-nous donc ta recette de soluté de réhydratation maison. Alors, la recette de soluté pour s'hydrater rapidement, pour avoir une assimilation qui soit encore plus rapide au niveau de l'organisme, je prends 1 litre d'eau, je mets 1 cuillère à café de sel et 6 cuillères à café de sucre. Super. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, ça veut dire soit qu'on est rentré, soit qu'on a prévu le coup avant de partir. Il y a tous les autres cas, et c'est pour ça qu'on est là, apprendre à filtrer, ça fait une bonne quinzaine de minutes. Est-ce qu'on n'attaquerait pas une des premiers types de purification, et qu'en même temps, tu vas pouvoir nous expliquer quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous? D'accord, très bien. Donc, là, je vais commencer, je vais prendre ma bouteille plastique. D'accord? Donc cette bouteille plastique, moi j'utilise une manique, vous pouvez faire pareil à la maison, c'est afin d'éviter de vous blesser, bien sûr. Donc je vais prendre mon couteau. Donc là, tu nous expliques. Voilà. Donc là, au niveau des donc là, je vais la couper à moitié. L'idéal, c'est de prendre la plus grande partie. Plus vous allez utiliser d'un volume de bouteille, plus votre filtre va être important. Et plus il est important, évidemment, plus il va être efficace et plus vous allez pouvoir filtrer de volume d'eau. Ça, c'est très important. Moi, je vais le couper à la moitié pour pouvoir me servir de cette moitié, la mettre en dessous. Comme récipient. Voilà, ok. Mais l'idéal, c'est de couper juste le fond. D'accord, donc ça, c'est la bouteille d'eau qu'on a pris en partant, qui était pleine. Exactement. Qui, malheureusement, est vide. Que j'ai vidé et malheureusement, je me rends compte que j'ai plus grand-chose. Est-ce que tu pars tout le temps avec une bouteille d'eau en plastique? Non. Parce qu'on a tendance plutôt à partir avec une gourde, mais une gourde, c'est beaucoup plus difficile à couper, évidemment. Oui. Alors, tu as raison de le dire parce que l'atelier qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un atelier classique dans le milieu de la survie. D'accord. Mais finalement, tu te rends compte qu'il correspond de moins en moins à une réalité de terrain. Donc on continue à le montrer comme ça parce que c'est le plus pratique en termes de pédagogie. Toutefois, évidemment, sur le terrain, vous n'allez pas découper votre gourde. Et le problème, c'est qu'il faut pouvoir accéder par le haut à votre récipient. Donc,
En revanche, ce qui est beaucoup plus courant, c'est d'avoir un camelback, une poche à eau, pardon. Ouais. D'accord? Et cette poche à eau, elle va être exactement pareil, tu as l'ouverture, et tu vas pouvoir mettre exactement la même chose que ce qu'on va faire dans ta poche à eau, et tu vas avoir ton tube ici qui va sortir, et ça va être exactement pareil. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tu peux le faire avec ta poche à eau, et récolter dans ta popote ou ta gamelle, du coup, l'eau que tu vas filtrer, c'est pour ça que j'ai ramené la petite popote. Okay. Donc nous, voilà, on a découpé notre bouteille, on va fonctionner ainsi. Donc juste au niveau des systèmes de purification, nous on va utiliser un système de purification par gravité, d'accord. D'ailleurs, je corrige, c'est pas un système de purification, c'est un système de filtration, exactement, puisque dans les étapes, si vous voulez du coup pouvoir boire votre eau, il faut dans un premier temps la clarifier. Ouais. C'est extrêmement important, c'est ce qu'on d'accord. C'est ce qu'on va faire avec ça, tout à fait. Et c'est une étape super importante, vous allez voir pourquoi. Après, il faut la filtrer et ensuite, mais le filtre n'assure pas encore, ne résout pas le problème des contaminations chimiques, biologiques et tout. Et donc, on a aussi après l'étape de la purification. Donc, on a clarification, filtration, purification. D'accord. Donc là, voilà. On se situe donc nous, ici, on va fabriquer ce qu'on appelle donc un pré-filtre avant les filtres plus mécaniques, tu sais, qu'on trouve sur le commerce. D'accord. Hein. Donc nous, on est sur un filtre là. Artisanal. Donc là, une fois que j'ai ceci, je vais prendre un de mes morceaux de tissu. D'accord, quelque chose qu'on a aussi assez facilement. Exactement, voilà, et je vais le mettre au fond. Bon, là, il est un peu grand. On va le découper. Alors, vous aviez tous les ingrédients qui étaient indiqués sur le site de la Cité des Aventuriers. N'hésitez pas à le tenter chez vous. Et si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à poser la question à Willy. Je transmettrai. Donc, je place mon tissu au fond. J'insiste bien. Là, on enfonce bien. Ça, c'est la première étape. Et là, je vais commencer à verser du sable au fond. Ce n'est pas impossible dans les tutos que vous pouvez trouver sur Internet, parce qu'il y en a évidemment sur ces types de filtres. Et on va trouver premier étage du charbon, puis du sable et au-dessus du gravier. Nous, on va faire sable, charbon et sable à nouveau. On va expliquer pourquoi, mais il y a plus d'intérêt. Donc, là, je vais verser mon sable. J'en profite pour dire que avant ce travail-là, l'idéal aussi, c'est, comme on dit, avant de clarifier l'eau, il faut d'abord savoir trouver où l'eau est la plus claire. Tu vois, c'est la première des étapes. On ne va pas prendre l'eau la plus sale. Donc là, je verse mon sable. Donc, où trouver l'eau? Évidemment, quels sont le but du jeu. Comment reconnaître une zone? On est dans le désert, Atacama. Exactement. Donc là, le but du jeu, ça va être déjà donc quand tu trouves une source, c'est de la prendre le plus en amont possible pour qu'elle soit le moins polluée par par exemple, en montagne, par les animaux, etc. Plus elle est courante, moins elle est stagnante, mieux c'est. Et plus elle est oxygénée, plus il y a des bulles, mieux c'est. Puisque l'oxygénation de l'eau, d'ailleurs, c'est une chose aussi que tu peux faire, c'est quand tu as une bouteille d'eau, tu la secoues, et rien le fait de réoxygéner va détruire tous les organismes anaérobies. Donc ça, c'est une première étape. Une première étape. Exactement. Donc du coup, tu vas prendre une eau. Tout, là. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, tu vas prendre une eau courante, pas stagnante, etc. Tu vérifies du coup qu'elle n'est pas, tu sais, des fois tu peux voir un léger relief avec des couleurs, tu sais, un peu huileux. Exactement, et ça veut dire qu'il y a une présence d'hydrocarbures. Donc voilà, toi là en surface. Ça, c'est des indices. Exactement, si elle est un petit peu sirupeuse, un petit peu grasse, ça aussi du coup, tu oublies. La présence d'animaux, d'insectes. Ouais, et puis surtout, soit en plus de, toujours pareil, comment ça s'appelle, de polluants chimiques ou des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est d'abord, je choisis correctement l'endroit où je vais récolter mon eau. Et puis, une fois que je l'ai récoltée, je peux la laisser décanter aussi. Déjà, ça va te faire un premier état. Tu as tous les grosses particules les plus lourdes qui vont tomber au fond. Donc, quand tu vas la verser dans ton filtre, c'est bien d'avoir laissé décanter avant. D'accord. Tu vois ? Et donc là, j'ai versé mon sable. Et maintenant, on va verser donc le sable, évidemment, que vous allez pouvoir trouver au bord de la rivière ou des choses comme ça, au bord de votre mare. Et donc là, du charbon de bois. Donc là, j'ai pris des gros morceaux, bien sûr, pour vous montrer que c'est le charbon de bois. On va le trouver, c'est si vous avez fait votre feu de camp. Du coup, vous pouvez, évidemment, vous devez prendre le charbon de bois de votre feu de camp. Il n'y a pas de souci, c'est à ça que ça sert. Et là, moi, du coup, j'avais préparé. Donc, on le réduit.
Alors, voilà, c'est-à-dire quand vous avez votre charbon de gros. bois, vous prenez un pilon, une pierre ou un gros morceau de bois, et vous le réduisez le plus en poudre possible. Plus c'est fin, mieux ce sera. Bon, moi, du coup, c'est un peu tassé. Hop. Une fois que je suis ici, je secoue un petit peu. Là. Et ensuite, on remet Et je remets, du coup, de sable. une couche de sable. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partir avec vos charbons de bois et le sable Non. dans les bocaux en verre, puisque quand même on le trouve assez facilement sur le terrain, ou on le fabrique pour le cas du charbon de bois. Voilà. Donc là, du coup, j'ai mis mon tissu, j'ai mis mon sable, puis le charbon de bois et encore du sable. Et la dernière petite étape, c'est je reprends un petit morceau de tissu que je mets par-dessus, une petite cordelette. Si vous n'avez pas de cordelette, tu peux utiliser un lacet de chaussure. C'est ce que j'ai pris du coup pour aujourd'hui, tu vois. On improvise avec le terrain et du coup, on va faire un petit nœud au-dessus. Et là, hop, Voilà, pour le maintenir. Le but du jeu, simplement pour le maintenir et créer voilà. une petite cuvette. Le but Évidemment, du faut pas en tissu, perdre. c'est évidemment de créer comme un filtre à café, c'est-à-dire un préfiltre qui, lui, va retenir toutes les petites brindilles, toutes ces petites Voilà, choses-là. les plus Parce que le gros but du jeu, c'est toujours de mettre, au fur et à mesure, plus l'eau est propre dans ce que je vais mettre dans mon filtre, plus mon filtre sera efficace. Très bien. D'accord ? Le principe, comment va fonctionner notre filtre Ouais. là ? Notre filtre va fonctionner de la façon suivante. Donc je mets mon eau que j'ai laissé décanter pour laisser les plus grosses particules au-dessus. Je le verse délicatement ici. Il y a encore des particules qui du coup vont être filtrées par mon tissu. J'enlève le tissu pour qu'on voit voir la suite. Du coup, l'eau coule sur le sable. Le sable, c'est un très bon filtrant. Il y a énormément de piscines qui sont filtrées Oui. par le sable, même les piscines municipales. Alors là, les cuves sont gigantesques, mais c'est filtré par le sable, donc c'est un très bon filtrant. Il va y avoir donc déjà une filtration de fait par le sable. Et quand on va arriver sur le charbon de bois, là, du coup, c'est lui qui va faire le plus gros du travail. C'est-à-dire L'avantage du charbon actif, c'est que tout matériau carboné peut faire du charbon actif. D'accord. N'importe quel matériau Ouais. carboné. Le meilleur, c'est le charbon de noix de coco. C'est le plus efficace, c'est le plus absorbant. D'accord. Mais ça, c'est le meilleur absorbant qu'on connaisse, qui existe au milieu naturel et qui est utilisé depuis des siècles et des siècles. D'accord ? Notamment parce que, il te rend une eau plus claire. Deuxièmement, parce qu'il absorbe l'odeur, il absorbe le goût. Et c'est un absorbeur de produits chimiques. Ok. Tu vois, grâce au système des ions, il va absorber les produits chimiques. Et c'est un gros avantage parce que tu prennes un filtre mécanique, que tu prennes des purificateurs chimiques comme les microtabs, les aquatabs, de l'hydrocolazone, de la javel, etc., ça va traiter tes bactéries, tes protozoaires, tes parasites, mais en tout cas, ça ne va pas traiter ta contamination chimique. D'accord. D'accord ? Donc Sur ça, tous c'est les le charbon filtres de que tu bois vas qui trouver, va- ta contamination chimique, tu ne vas pas l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il va tout capter, mais il va t'en capter. quand même en tu capter vois une partie. Et donc Très ça, bien. pour ça, c'est génial. D'accord. L'autre intérêt en plus, c'est que, évidemment, on peut en trouver partout. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau dedans? Donc là, on peut mettre de l'eau. Et là, donc, tout l'intérêt d'avoir le deuxième étage, c'est que pour que tous les contaminants chimiques soient absorbés par le charbon de bois, il faut que les contaminants soient au contact du maximum de surface de charbon actif. Et donc, l'avantage, c'est que Ça va permettre de stagner. le sable, tu le sais, ce sont des grains de sable et entre les grains de sable, tu as de l'air. C'est pour ça que quand tu verses ta bouteille d'eau sur la plage, ton eau est absorbée dans la plage, Ouais. d'accord? Ça passe à travers les grains de sable. Eh bien, nous, en fait, la poudre de charbon va glisser sur l'étage du dessous et va se mettre dans les interstices D'accord. des grains de sable. Ce qui fait que tu vas retrouver une structure un peu comme des tunnels où, en fait, on oblige l'eau à passer par le charbon de bois, tu vois? Et donc, c'est un avantage et ça va améliorer la filtration. Donc là, je verse. Pardon, hop. On parle, mais en ouvrant le bouchon, oui. ça va être vachement mieux. Hop. Alors. Là. Donc, quand on utilise ce type de filtre, il faut savoir une chose, c'est que... Être patient. Alors, évidemment, mais tu vas voir, parce que bon là, c'est le temps que tout se tasse un petit peu, mais c'est qu'il va te falloir, tu vois, tu fais un filtre d'1,5 litre, il va te falloir 1,5 litre, 2 litres déjà pour nettoyer ton filtre. Il faut que tu nettoies tes grains de sable et il faut que tu nettoies ton charbon. D'accord, donc en fait, la première partie de l'eau qu'on Ouais. va récupérer, C'est ça. Les 2 premiers litres,
tu les mets de travers. Mais tu vas voir que... Est-ce qu'on peut la refiltrer? Oui, tu peux, mais autant en fait reprendre déjà l'eau que tu vas avoir sur... Si elle est en quantité, oui, d'accord. parce que là, tu vas avoir quand même un fort goût de charbon de bois dedans, tu vois. Donc, le but du jeu, c'est on utilise 2 litres, ne serait-ce que pour nettoyer notre système de filtration. Et après, en revanche, là, tu peux faire 6-8 litres derrière pour filtrer ton eau, mais tu vas voir, elle va être claire. D'accord. Donc là, on est en train de filtrer. Alors, c'est quand même d'ailleurs assez étonnant, puisque de l'eau qui passe par le charbon de bois pour sortir plus clair, on ne l'aurait pas forcément deviné, en tout cas a priori. Ouais. Là, c'est le filtre par gravité. Il y a d'autres techniques de filtre, si tu peux nous les dire. Bien sûr. Rapidement avant. Alors, juste une chose, c'est que si jamais vous voulez tenter l'expérience à la maison, plutôt que de prendre de l'eau sale, faites-le par exemple avec de la soupe. Avec de la soupe. D'accord. Tu vois, comme ça, tu ne prends pas de risque. Et puis, tu verras que du coup, il y a une absorption du goût, il y a une absorption de toutes ces choses-là. Donc, bonne précaution, merci. Les autres types de filtres, c'est ça? Donc, les filtres mécaniques, ce sont des filtres qui arrivent à filtrer jusqu'à entre 0,1 et 0,3 microns, voire les meilleurs maintenant, ils filtrent 15 nanomètres. Tu vois, donc ils arrivent même à capter des virus. Donc ça, c'est super. Personnellement, évidemment, j'en utilise. C'est à prendre avec parce que c'est assez pratique, tu n'as pas de goût. En 4 minutes, tu peux entre 2 et 4 minutes, tu peux filtrer 1 litre d'eau. Et donc, c'est vraiment efficace. En revanche, ça demande de l'entretien et ça demande quand même une petite manutention. Et ça a un prix. Tu vois, le premier prix, à mon avis, on est sur les 80 €, puis ça peut dépasser les 350, etc. Donc là, on est sur les filtres mécaniques. Et évidemment, en complément, il y a tous les petits composés chimiques, les purificateurs d'eau. Donc là, on a micro-pur, exactement, hydroclonazone, qui donc là qui fonctionnent, mais beaucoup plus tardivement. Et puis, ne pas oublier que le plus important après tout ça, ça reste l'ébullition. L'ébullition, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. L'ébullition, après ça, c'est vraiment le plus efficace. Ça rejoint, on a une petite question en 10 secondes. Oui. Est-ce qu'il est vrai que le soleil purifie l'eau? Tout à fait. La filtration des UV marche très bien, à tel point qu'ils ont même créé des stylos à UV. Tu les secoues dans l'eau, en 2 minutes, ça te tue 99,9% des organismes pathogènes. Incroyable, on va rester ça. Stylo à UV. Willy, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, 15h45, pour apprendre les nœuds les plus utiles. Tu me montreras comment faire ça. Très impatient. En attendant, on repart de l'autre côté, du côté de la table ronde, avec Denis Brognard et une table ronde sur l'aventure et le handicap qui reçoit Violette Duval, Myriam et Pierre Cabon et Samuel Marie. Merci Willy, et à tout à l'heure.